au chalet là, en montant le chemin. Vous avez vu ça à l'échelle de votre vie, quoi, la fréquentation touristique qui s'intensifie, oui. Ouais. Ah ben bien sûr. Bon, mais aussi j'ai suivi l'inscription de l'UNESCO aussi, puisqu'on nous a demandé, j'ai travaillé avec les juges quelques jours, parce qu'on n'est quand même pas dans un site fermé, on est inscrit à l'UNESCO, on est grand site de France, mais les activités qui existent doivent perdurer, le pastoralisme, la chasse, la forêt aussi, l'entretien des forêts aussi doit perdurer, puisqu'on a pas mal de zones forestières. Donc tout est lié, tout doit cohabiter. Bonjour. Allez, on arrive bientôt au chalet. Depuis 11 000 ans, le Puy-de-Dôme a eu de nombreuses vies, et la plupart nous sont inconnus. Il est aujourd'hui visité, parfois habité, il a été lieu sanctuaire, avec un temple à son sommet, lieu de pâturage, observatoire scientifique. Les usages d'un lieu ne s'excluent pas toujours les uns des autres, ils peuvent aussi s'associer, se combiner, s'imbriquer, même quand ils se contredisent ou s'empêchent, quand le tourisme empiète sur le pastoralisme par exemple. Et c'est visible en haut du Puy-de-Dôme, où tout est concentré. On y voit le train à crémaillère, les pâturages, le temple, l'observatoire, l'antenne de télévision, une zone gérée par l'armée, un espace d'accueil, une aire de décollage pour les parapentes et le vol libre. Tout est là, comme un condensé de tous les usages de la chaîne des puits et de la faille de Limagne. Donc le Puy-de-Dôme, c'est aussi une histoire d'équilibre et de composition. Parce que ce territoire patrimonialisé n'appartient pas à l'État, ce n'est pas un parc. C'est un territoire possédé en titre par des propriétaires, un territoire sur lequel les joggeurs, cyclistes, promeneurs ont une autorisation de passage. Ce travail de négociation, c'est un peu le fil rouge de cette série de podcasts. Aujourd'hui, nous sommes en haut du puits. Et là, c'est d'abord une rencontre avec 3 usagers du lieu, avec un berger, un directeur de laboratoire et une historienne de l'art, tous les 3 réunis en haut du puits. Juste derrière là, caché à la lisière du bois, pour pas qu'on le voie de là-haut. Bon, quand ça a été la seule contrainte de la visibilité du chalet, on a dit c'est acquis quoi. C'est bon, on va travailler. Christian Pichon est éleveur à la retraite, ou quasi, puisqu'il s'occupe d'une 50aine de brebis aujourd'hui. Il est aussi responsable de l'Estive et de son syndicat, un groupement d'éleveurs qui partagent ses terres de pâturage. Christian Pichon a participé à mettre le pastoralisme en avant dans la candidature à l'UNESCO. Une période de l'Estive, on a une convention verbale avec le conseil départemental de monter 350 brebis du 10 juin à fin juin avant la grande fréquentation touristique de la cime là-haut. Et de temps en temps, on y remonte en septembre, en fonction de la végétation et de nos besoins d'herbage. Du coup, il y a des bêtes qui vont voilà, on monte pâturage. On monte 350 bêtes, une quinzaine de jours là-haut. En haut du puits. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça se passe comment de faire cohabiter ces différents usages? C'est pas toujours facile, mais on résiste, puisqu'il faut savoir que l'Estive, elle existe depuis toutes ces terres-là où nous sommes tout de suite. Et c'est nos anciens qui les ont acquis à un noble après la Révolution française. Donc ça a toujours été des terres de pâturage. Et c'est une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui j'espère va perdurer encore longtemps. Est-ce que les terres elles appartiennent à des propriétaires? Alors là, on tombe dans un domaine un peu compliqué. Il faut faire un petit historique. J'ai fait quelques recherches et j'ai su et j'ai trouvé que avant la Révolution française, toutes ces montagnes où nous sommes aujourd'hui appartenaient à un noble. Et pour sauver sa tête pendant la Révolution, il a quitté la région. Et nos anciens, qui devaient sûrement galérer beaucoup plus que nous, ont envahi les terres pour amener paître leurs bêtes.
Et à la fin de la Révolution française, quand il s'est décidé à vendre ces montagnes aux éleveurs qui étaient là à nos aïeux qui avaient investi les montagnes. Et j'ai fait des recherches et j'ai retrouvé qu'à partir de 1810-1815, on trouve des actes notariés sur nos titres de propriété. Donc ils avaient acheté des droits, en quelque sorte, ils avaient acheté à la fois et des mètres carrés, sûrement pas des hectares parce qu'ils n'avaient pas les moyens, quelques mètres carrés ou quelques centaines de mètres carrés pour faire perdre leurs bêtes. Et ces biens n'ont jamais été partagés, n'ont jamais été bornés. Donc ça, on appelle ça des biens non délimités, des BND. Donc on est propriétaire. Moi je sais que je suis propriétaire maintenant à titre personnel. J'ai 7000 mètres carrés à prendre sur le Pariou. Mais comme la montagne n'a jamais été bornée, et ben, je suis propriétaire avec plusieurs centaines d'autres personnes. Et on est propriétaire du Pariou. Et les terres qui n'ont pas été achetées après la Révolution française par nos aïeux sont tombées dans le domaine communal. Alors du coup là, on est en train de regarder votre propriété. Voilà, quelque part, en face de moi, je sais que je suis propriétaire de 7000 mètres carrés, mais bon, voilà. Allez, on arrive bientôt au chalet. On a un petit vent qu'on n'avait pas en bas. Voilà, notre chalet 40 mètres carrés, une pièce à vivre, une salle de bain, le WC, la douche, une chambre, une première chambre et une deuxième chambre. Il y a des fois, on vient là l'été, des fois avec le brouillard, on ne voyait pas le Pariou, hein, d'ici. Regardez la fréquentation au Pariou. Il y a un monde fou là-haut. Il y a du monde. Et c'était comment pour vous quand ça a été reconnu patrimoine mondial UNESCO, vous avez accueilli ça comment? Eh ben, à la fois avec fierté, puis un peu avec inquiétude, parce que bon, on savait que ça allait nous amener encore plus d'activités touristiques. Mais bon, on s'est dit, on ne peut pas l'empêcher de toute façon. Et j'ai travaillé personnellement, j'ai même travaillé avec les juges. Ils voulaient vraiment savoir les activités qui se déroulaient sur le site avant l'inscription. Et je me suis dit, on ne va pas nous interdire. De toute façon, ça nous interdit. C'est la pampa, ça sera la broussaille. Dans 10 ans, il n'y aura plus de... Regardez en face de nous, le Pariou, là déjà les noisetiers, comme ils montent, comme ils grimpent sur la montagne. C'est le sous-pâturage qui a fait ça. Moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas tous ces noisetiers sur les pentes du Pariou, quoi. Et là-bas, sur l'autre montagne en face de nous, c'est pareil, vous voyez les noisetiers qui montent. Et avec le pastoralisme, on tente de maintenir au moins là encore les 500 hectares qui sont ouverts et qui sont en herbe. Et je pense que s'il n'y avait pas le pastoralisme, quelque part, aujourd'hui, on ne serait sûrement pas inscrit à l'UNESCO, puisque je veux bien qu'il y ait le thème scientifique, l'alignement de 80 cratères, mais il y a aussi la vue aussi sur ces montagnes, quoi. Et si c'était tout en noisetier, il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'on soit inscrit à l'UNESCO. Il y a la lisibilité de la cime des montagnes, et tout ça, c'est grâce au pastoralisme. Vous, quand vous voyez le Pariou, le Puy-de-Dôme, vous le voyez d'une certaine manière? Par exemple, moi, si je suis touriste, je le vois comme un bel endroit où être et de respiration. Si je suis scientifique, je vais voir... peut-être autre chose, je vais avoir une autre lecture du paysage. Quand on est berger, on voit quoi? Quand on est éleveur et quand on est berger, on voit déjà, on voit déjà plutôt la végétation. Si on traverse une période de sécheresse, si on traverse une période où on en est facile de trouver de l'herbage, je pense qu'on voit plutôt la couleur de la montagne avant de...
Voilà, nous, l'utilité première, c'est de trouver un herbage pour faire manger nos brebis. Et c'est un espace de travail? Ben, Parce tout à que fait, pour puisque tous les gens qu'on a vus là, les touristes, oui, moi le premier quand je suis venu, c'est un espace d'agrément, mais c'est aussi un espace travaillé. bien sûr, et bon, ben, la majorité des gens ont bien conscience que s'ils traversent ce territoire et avoir la vue qu'ils ont, et ben, c'est qu'il y a une activité pastorale qui s'y déroule et je pense qu'on arrive à tout concilier. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais C'est quoi ce qui est difficile? eh ben, ce qui est difficile, c'est de faire contourner les gens, de dire aux gens, déjà tenir le chien en laisse, s'ils ont un chien, et de contourner le troupeau quand ils rencontrent le troupeau. Voilà. C'est pas difficile pour nous en tant qu'éleveurs, ça nous paraît très simple. C'est deux choses à faire et tout se passe bien, et voilà. On y va? Allez, voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop dit de bêtises. Ah non, non. Que vous allez pouvoir moi, ça extraire quelque chose. Bah oui, ça m'intéresse beaucoup, moi, cette question de... L'histoire du Puy-de-Dôme, c'est aussi une histoire scientifique. Vous vous souvenez peut-être comment les volcans ont été découverts par les savants vers 1751. Et bien un siècle plus tard, le puits a été conçu, cette fois comme lieu d'intérêt pour étudier les nuages. Alors il n'y avait plus de bâtiment là-haut avant la construction d'un autre chalet, un chalet scientifique celui-là. Et aujourd'hui, le Puy-de-Dôme, c'est toujours un territoire pour les sciences. Mais en novembre 2024, il y a des nuages, et surtout du vent, trop de vent. Alors c'est en bas, à l'université de Clermont-Ferrand et à l'Observatoire de la physique du globe, que nous rencontrons le responsable du site, Erwan Thébault. C'est un endroit scientifique, mais ça veut dire plein de choses. C'est entretenir des instruments et continuer à faire des relevés. La science, c'est aussi l'enseignement, donc c'est un lieu de formation. Est-ce que c'est aussi un lieu de recherche avec des protocoles expérimentaux qui sont installés en haut du Puy-de-Dôme aujourd'hui? Ah bah il y a une petite salle de chimie, oui, il y a vraiment, et pas que des instruments, il y a 3 salles. Il y a une salle qui est un aspirateur à nuages. Donc en condition de nuages, on peut déclencher cet aspirateur pour récupérer ou collecter les nuages. On peut effectivement tester des instruments selon des protocoles scientifiques, des instruments qui vont être embarqués sous des avions par exemple. Donc en aspirant les nuages avec la turbine, on va simuler les vitesses de navigation d'avion. Donc on va tester des instruments comme s'ils étaient en condition de vol. On a une deuxième salle qui est très instrumentée pour la surveillance des aérosols, pour la surveillance des polluants, pour la surveillance des composés atmosphériques. Et puis on a une troisième petite salle qui est une salle plutôt de chimie, avec une salle avec une hotte, des éprouvettes, des pipettes, voilà, des frigos. Et c'est donc il y a un aspirateur à nuages en haut du Puy-de-Dôme. Oui, il y a un aspirateur à nuages. Donc c'est un aspirateur qui a été conçu, alors il y a plusieurs générations, hein, mais je crois que la première version a été installée en 1980. Alors c'est une zone qui est le premier obstacle par rapport à l'Atlantique, donc en fait c'est là où les nuages vont avoir tendance à s'accrocher. Ce sont des nuages qui peuvent venir de très loin, donc en fait qui peuvent mesurer aussi, de donner des informations sur ce qui se produit vraiment dans d'autres régions. C'est aussi une zone qui, alors pour le meilleur et pour le pire, qui est dans les nuages à peu près 1 jour sur 3. Donc en fait, et on est dans une zone qu'on appelle la troposphère libre, c'est-à-dire qu'elle est, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais qu'elle est moins contaminée par la ville de Clermont par exemple. Donc en fait c'est vraiment la zone de circulation qui va caractériser la partie de l'atmosphère qui n'est pas la proche surface. Donc on aspire ces nuages avec une turbine où on va régler les différentes vitesses. Et on va mettre des capteurs, alors je vous ai dit, soit ce sont des capteurs d'avion, donc là on va mettre des fortes vitesses, soit on va juste collecter les nuages pour les analyser avec des caméras par exemple, pour voir leur structure ou leur microstructure. On va les analyser ensuite chimiquement, parfois même biologiquement. Est-ce qu'il y a des bactéries? Quel est l'écosystème de ces gouttes? Donc il y a tout un tas d'expériences qui sont réalisées grâce à l'aspirateur à nuages. Et dans une partie où il n'y a pas cette aspiration, il y a des collecteurs. Donc ce sont des collecteurs qui sont typiquement des grilles avec une petite forme d'aspiration et qui vont mettre l'eau qui est directement issue du nuage dans une fiole stérilisée pour être analysée ensuite en laboratoire.
Un distillateur à nuages, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça fait beaucoup rêver certains artistes qui aimeraient bien capturer les nuages de façon... Non, il y a beaucoup de poésie, effectivement. Ça commence quand, la science en haut du Puy-de-Dôme ? Alors, la science en elle-même en haut du Puy-de-Dôme, c'est plutôt 1876. Le projet de construction d'un chalet au sommet du Puy-de-Dôme, il est antérieur à ça, bien sûr. Il a été initié en 1869 par Émile Alluard, qui était un chimiste du coin, de l'université d'ailleurs, qui était la jeune faculté de Clermont. Et la question qui s'était posée à l'époque, c'est que la météorologie n'existait pas, mais qu'il y avait un souci quand même de prédire un peu la météorologie, et qu'un petit nombre de stations s'étaient développées en France sous la, disons, tutelle de Paris, et qu'il avait été question à un moment donné vraiment de construire des observatoires dédiés à l'observation météorologique. Et l'idée, c'était de mettre des mesures simultanées à la fois au sommet, de température, de pression, et en plaine. Donc il y avait des expériences qui avaient déjà été portées par Blaise Pascal, bon maintenant 400 ans auparavant, qui avaient montré justement les différences de pression avec l'altitude, donc il y avait tout un tas de questionnements. Donc la difficulté technique, c'était que même si c'est pas très élevé, le Puy-de-Dôme, c'est quand même un territoire de montagne, justement soumis à des vents violents, comme aujourd'hui, et que c'est un projet qui a été très décrié au niveau local, parce qu'on voyait absolument personne habiter là-bas toute l'année. L'idée c'était ça, c'était de mettre des scientifiques, d'y faire habiter les scientifiques. Voilà, non seulement, alors le projet initial est très très ambitieux, parce que c'était un projet pour de l'instrumentation, des bulletins météorologiques toutes les 3 heures synchronisés avec une plaine, avec des opérateurs qui étaient effectivement des scientifiques, mais des météorologues ou des météorologistes qui n'existaient pas encore, donc ça pouvait être des scientifiques au sens large, qui faisaient des mesures et des levées régulièrement, donc il fallait effectivement habiter ce chalet. Un peu comme des gardiens de phare. Alors un peu comme des gardiens de phare, complètement. D'ailleurs, je me demande même si l'analogie n'est pas plus exacte que ça, c'est que les gens étaient vraiment en autarcie plusieurs mois de l'année. Alors il n'y a pas eu de scientifiques au départ, il y a eu des gardiens. Des gardiens qui ont pas mal souffert au début, donc on leur a accordé de monter avec leur famille. Donc il y a eu des naissances là-haut, hein. Il y a eu toute une vie de famille. Donc disons qu'il y a eu une tour d'observation qui était très soumise au vent, qui était très instrumentée. Et puis il y avait un chalet, qui était un chalet d'habitation, mais qui a été aussi conçu dès son origine comme étant un lieu d'accueil de scientifiques de passage. Et le tout était relié par un tunnel, parce qu'il faisait tellement froid que voilà, on n'allait pas en surface. Donc l'opérateur ou le gardien passait par le tunnel, faisait ses mesures, et envoyait ensuite par une station télégraphique les mesures à la plaine, qui elle envoyait à Paris. Donc on est en train de parler d'une vie de berger un peu... Alors, c'est une vie... gardien de phare, berger, mais il y a... Gardien de phare, berger, une vie pastorale, une vie dure. Les gens étaient isolés, donc en fait, ils étaient soumis à en plus une faune qui était quand même une faune assez sauvage à l'époque. Il y a des descriptifs sur la biodiversité au sommet du Puy-de-Dôme qui sont assez impressionnants, hein. Il y a des papillons, il y a des rats des champs, il y a des animaux nocturnes. Il y avait effectivement quelques élevages, il y avait des brebis pour alimenter la famille qui était au sommet. Donc oui, le lien avec l'ancrage dans le territoire, il est évident, ne serait-ce que pour vivre. Mais l'ancrage est aussi évident sur le plan culturel, parce que le temple de Mercure a été découvert par les premiers coups de pioche qui étaient destinés à la construction de ce chalet astronomique. Enfin, il a été redécouvert. Donc l'opportunité, c'est très mélangé avec le côté culturel, puisque à la découverte de ce temple de Mercure, l'initiateur du projet s'est servi un peu de cette aubaine pour faire venir des collègues de Paris qui étaient plutôt en sciences de l'histoire. Donc il y a eu déjà une forme d'activité qui est devenue une activité touristique, alors qui est initiée par des chercheurs, puis les gens de la région se sont intéressés à savoir ce que c'était que ce temple de Mercure. Puis après il y a eu la construction de cette tour d'observation, donc ça a ramené encore beaucoup plus de monde, tellement de monde d'ailleurs que les scientifiques, le premier directeur de l'observatoire se plaignait déjà au niveau de la région et du département, voire du ministère, puisque les gens montaient au sommet du
de la tour d'observation pour avoir un point de vue unique. Et pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que une fois que ces touristes arrivent en haut, il fallait un peu les ravitailler, leur donner à boire, leur donner à manger. Il n'y avait absolument rien, ce qui fait que le gardien ou l'opérateur initial a eu l'accord de créer une petite auberge d'accueil, etc., qui a tellement bien fonctionné qu'il a, à un moment donné, arrêté de délivrer les données scientifiques, donc de les transmettre au télégraphe. Et donc, pendant quelques années, il y a eu quand même une rupture sérieuse dans la série temporelle qui avait été imaginée. Et le directeur d'après a réussi à obtenir les crédits auprès du ministère pour recruter de manière permanente un scientifique. Du coup, on est déjà dans la recherche d'un équilibre entre les usages, entre là les usages touristiques de l'aubergiste qui prennent un peu le pas sur les usages scientifiques, quoi. On fait, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui s'est mis à faire un peu plus de truffade et moins de relevés météorologiques, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Bon, c'est encore le cas actuellement, puisque la zone, on a beaucoup d'affection pour le patrimoine à la fois géologique, archéologique et historique du site. Et donc, on est effectivement soumis à un certain nombre de règles, même en tant que scientifique. C'est géré par un parc. Vous en avez parlé, c'est aussi géré par des propriétaires terriens avec une activité pastorale. Donc, beaucoup de touristes qui continuent à venir, des touristes qui viennent taper à la porte du chalet pour nous expliquer qu'en tant que contribuables français, ils ont le droit de voir les installations. Donc on s'organise avec ça au quotidien dans une très bonne entente, quoi. IIe siècle de notre ère. Au pied du Puy-de-Dôme, sur la voie romaine reliant Clermont-Ferrand à Saintes, l'agglomération du col de Cessa accueille de nombreux voyageurs. Parmi eux, nombre de pèlerins gallo-romains venus de toute la Gaule effectuent l'ascension du Puy-de-Dôme pour se rendre dans l'un des complexes religieux les plus importants de l'Occident romain, un sanctuaire colossal dédié au dieu Mercure. Au rez-de-chaussée de l'ancien chalet scientifique, le Puy-de-Dôme accueille maintenant un musée dédié au temple de Mercure. Donc, les scientifiques s'intéressent au puits, découvrent le temple, qui intéresse les visiteurs, ce qui amène des financements pour la science, ce qui amène d'autres visiteurs. Un lien réunit ici les époques, l'idée d'aller en haut, que ce soit pour Mercure ou pour la balade. Et pour parler du temple, Valérie Safi, historienne de l'art au département du Puy-de-Dôme, ouvre les portes du musée un jour de grand vent. Valérie Safi a suivi les projets de diffusion au grand public, des recherches menées sur le temple de Mercure pendant plusieurs années. Ah ouais. Donc des jeux, en fait. Temple de Mercure. Donc par exemple, on a... Où est-ce qu'il est là ? Construction du temple de Mercure. On est donc à l'époque romaine, autour de 130-140 après Jésus-Christ, pour le début de la construction du temple. Et puis ça permet de revoir un peu toutes les périodes. C'est un jeu donc plutôt pour les jeunes, ça, pour les enfants. On a le cadre historique là. Et puis le cadre un peu géographique aussi du monde romain, là-bas, la carte, qui est pas mal aussi. Et alors en 140, le Puy-de-Dôme, c'était à côté d'une ville qui s'appelait pas encore Clermont-Ferrand ? Et qui s'appelait Augusto Nemetum. Donc on est dans la cité des Arvernes, au IIe siècle, après Jésus-Christ, donc avec la capitale de cité, Augusto Nemetum, Clermont-Ferrand. Et puis au sommet du Puy-de-Dôme, la construction du temple de Mercure, du sanctuaire de Mercure. Et au pied du Puy-de-Dôme, une agglomération aussi, au col de Cessa, une agglomération d'accueil des pèlerins, avec la voie d'Agrippa. Donc très important la voie d'Agrippa, puisqu'on a, dans l'espace muséographique, on a schématisé cette voie d'Agrippa qui reliait l'est à l'ouest. Donc un grand axe routier en fait qui passait à Augusto Nemetum, mais aussi au pied du Puy-de-Dôme, au col de Cessa, et qui permettait en fait d'acheminer les pèlerins qui venaient au temple de Mercure, donc qui reliait Lyon à Saintes, en passant par cette agglomération du col de Cessa, en son point le plus haut d'ailleurs de cette voie d'Agrippa. On a le trajet par terre. On a le trajet par terre, voilà. Là, c'est un peu le contexte, justement, cette agglomération du col de Cessa avec la voie d'Agrippa, Augusto Nemetum, la capitale de cité, le monde romain à cette époque, avec cette voie-là d'Agrippa. C'est tout le contexte qui est en jaune, là.
Et à partir de là, voilà, là on rentre dans là, à l'époque c'était 130 années de recherche, maintenant c'est 150 plutôt, où là on est dans la découverte au 19e siècle, mise au jour des vestiges au 19e siècle. Donc là tout de suite on est dans l'ancien chalet de l'observatoire ici, hein, avec l'observatoire, le chalet du gardien et la mise au jour. Là nous sommes en 1876. Donc c'est la première grande campagne de fouilles qui permet en fait la mise au jour de l'ensemble des vestiges du temple de Mercure, où on voit du sanctuaire de Mercure, où on voit à l'époque qu'il y avait quand même des murs d'enceinte qui sont encore visibles sur cette aquarelle. Et on a Louis-Clémentin Bruyère, qui est architecte en chef des monuments historiques, qui mène cette première grande campagne de fouilles à la suite de la découverte des vestiges, et qui fait des aquarelles. Et avec beaucoup de précision, hein, on voit vraiment voilà, les pierres, l'état vraiment des fondations là, du temple, parce qu'il faut imaginer le temple en fait, dont l'élévation avait déjà bien sûr disparu. Hein. Donc là, on n'a que les niveaux de fondation. Et puis ces 3 petits escaliers là, 3 petites marches, qui sont encore visibles aujourd'hui sur le site et qui donnaient accès en fait au temple. Et donc on voit bien qu'il y avait une entrée ici au sud-est, ici, qui est toujours mise en valeur aujourd'hui, avec des murs d'enceinte, et puis un cheminement du pèlerin donc au IIe siècle, mais là au XIXe on le perçoit encore, un cheminement à travers différents niveaux de terrasse, pour arriver jusqu'à cette grande terrasse est ici, qui donnait accès au temple avec ces 3 escaliers-là. C'était l'arrivée d'un long parcours. C'était l'arrivée d'un long parcours, oui. Quelque chose, plein d'émotions. Oui. On avait monté le Puy de Dôme. On avait monté le Puy de Dôme. On arrivait de loin aussi. On arrivait de loin avec cette voie d'Agrippa qui vraiment reliait l'Est à l'Ouest, donc Lyon à Saintes. Donc ce cheminement déjà sur le Puy de Dôme avec d'autres bâtiments cultuels. Il faut imaginer que c'était vraiment une montagne où il y avait d'autres édifices cultuels. Cette agglomération un peu au pied, là, au col de Cessa, avec vraiment des auberges aussi. Il faut imaginer vraiment quelque chose d'assez vivant. Et puis ce cheminement qui donnait accès à ce grand sanctuaire de montagne, à terrasse, là, au sommet du Puy de Dôme, qui devait être vraiment visible de très loin, de la capitale de cité, d'Augusto-Nemetum aussi, forcément, étant donné l'élévation du temple, quoi, qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut imaginer plein d'autres infrastructures. Sur le Puy de Dôme, sur les flancs, le long du chemin, à peu près le chemin actuel des Muletiers, qui est aujourd'hui emprunté par le visiteur, en fait, quand il vient du col de Cessa à pied pour faire l'ascension du Puy de Dôme. Il faut imaginer que les pèlerins, au IIe siècle, faisaient aussi cette ascension et qu'il y avait d'autres bâtiments cultuels et tout un circuit un peu de procession pour arriver jusqu'au grand sanctuaire, au sommet du Puy de Dôme. Et ce chemin processionnel se poursuivait ensuite à l'intérieur, en fait, du monument. Là, on est vraiment, il y avait des murs d'enceinte, mais on était à l'air libre. Hein. Donc le pèlerin qui arrivait ensuite jusqu'à... là, on avait un petit espace qu'on appelle aujourd'hui salle de la dédicace. C'était un peu la salle du trésor, entre guillemets, avec des objets vraiment un peu précieux, de culte, qui étaient exposés pour le visible du pèlerin par cette fenêtre-là, qui est toujours visible. Et puis on accédait ensuite à la grande terrasse. Donc là, on avait vu sur Augusto-Nemetum, comme aujourd'hui, on a vu sur Clermont-Ferrand. Et puis on pouvait accéder à la galerie du temple en empruntant ces escaliers. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'infrastructures. Enfin, il y a le train, il y a plusieurs endroits, des maisons de sites, etc. Ouais. C'est comme retrouver un usage qui n'est plus un usage sacré et cultuel, mais un usage touristique. Enfin, le tourisme, ça n'existait pas dans l'Antiquité, mais j'imagine qu'on pouvait aussi être saisi par les paysages. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment une découverte vraiment patrimoniale d'un lieu patrimonial maintenant. Les vestiges qui ont été restaurés du sanctuaire de Mercure, donc restaurés
Là, c'est tout récent, la fin des travaux. Ça permet de redonner justement un peu de la compréhension, de conforter, de préserver aussi ces vestiges, mais aussi de leur redonner de la monumentalité. Donc là, il y a tout ce mur d'enceinte qui a été reconstruit quand même sur toute sa hauteur pour donner vraiment aux visiteurs d'aujourd'hui une idée de ce que pouvait être ce grand sanctuaire à terrasse vraiment monumentale, bâti au sommet du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, le visiteur, il se retrouve devant ce mur d'enceinte qui n'est que l'angle du mur d'enceinte. Il faut imaginer après le temple encore beaucoup plus, en une élévation très importante qui n'existe plus aujourd'hui, mais que l'on donne à imaginer aux visiteurs d'aujourd'hui avec les visites guidées et avec les casques de réalité virtuelle et augmentée. Donc là, avec des images de synthèse, on fait comprendre en fait quel est à quoi ressemblait, à quoi pouvait une hypothèse en fait de l'élévation de ce temple qui n'est plus visible aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le visiteur, il fait un long parcours aussi par le chemin. Il y en a qui montent à pied aussi. Par le chemin des muletiers, puis il arrive ensuite et il peut visiter le temple de Mercure, mais en lieu patrimonial cette fois-ci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tombez pas, parce que ça glisse. On s'attache au puits. À Clermont, il apparaît au bout des rues. On le voit. On le veille. On y va. Et en haut, dans les nuages en novembre, hors saison, on pourrait même se sentir en montagne. En fait, on y est. Mais Clermont-Ferrand est tout proche, c'est juste en bas. Dans le prochain épisode, on descendra dans une coulée volcanique, aller retrouver la trace de la présence humaine au pays des volcans. On parlera du paysage, d'un paysage habité.